Au menu ce soir, faire oublier le règne de son parti, ne surtout pas faire oublier son chef, ne pas échapper la possibilité de former le gouvernement, faire élire pour la première fois des candidats et tout simplement survivre. Ce sont leurs défis pour une campagne électorale qui sera tout sauf prévisible. Il est 22 h, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table ce soir, on a Frédéric, Jacinthe, Déborah et Victor. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir Frédéric, première de la saison. Content de te retrouver. Très réciproque. Vous êtes bronzé, Michel. Vous aussi. Putain, on se revoit. Arrête-moi ça. Là. Content de te revoir. Les mots de l'actualité ce soir, tiens, ça va aller de votre côté. Jacinthe, Frédéric. Jacinthe, provocation. Ben oui, entre le lac d'Amérique de Donald Trump et les premières flèches qui ont déjà été lancées dans la campagne électorale québécoise, on est en droit de se demander si la provocation n'est pas aussi importante que convaincre les électeurs. Oh, intéressant. Frédéric, proportionnel. Comme dans le scrutin, hein, celui dont on aurait bien besoin afin d'éviter qu'un parti qui ramasse uniquement 30 des intentions de vote puisse obtenir un majoritaire. Oui, on verra ce que ce sera le 5 octobre parce que ce sera date d'élection. Dans exactement 39 jours, oui, un marathon pour les différents partis qui n'ont pas perdu de temps pour se mettre au travail. Aujourd'hui, Christine Fréchette a identifié la guerre commerciale comme l'une de ses priorités. Quant aux autres partis, ils veulent mettre de l'avant le bilan de la CAQ, loin d'être positif selon eux. Résumé de la journée, Jean-François Poudrier. Christine Fréchette a réuni pour la dernière fois ce matin son conseil des ministres. Belle journée bleu ciel. Avant de se rendre accompagnée de son conjoint Guy Nadeau de l'autre côté de la rue au bureau de la lieutenant-gouverneur Manon Janotte pour officiellement déclencher les élections. C'est entouré de ses anciens ministres, maintenant candidats vedettes de la CAQ, que la chef Christine Fréchette s'est rendue à son premier point de presse à quelques dizaines de mètres de la colline parlementaire. Avançons pour bâtir l'avenir du Québec. Si Christine Fréchette a laissé entendre hier que la question de l'urne allait être la guerre tarifaire avec les États-Unis, elle a clairement identifié son principal adversaire aujourd'hui, et c'est Donald Trump. C'est lui qui menace véritablement le Québec, les Québécois, puis c'est contre lui qu'il faut se battre. On est attaqué de plein fouet, comme jamais auparavant, je vous dirais, par notre principal partenaire économique. Et il va falloir se défendre. Puis il va falloir ressortir plus fort de cette tempête-là. Même si les autres partis reconnaissent que le président américain et la question des tarifs seront incontournables au cours de l'élection, ils avaient en tête une autre question de l'urne, le bilan de la CAQ au cours des 8 dernières années. Ces vagues de tarifs, on en a connu une en 2025. C'est une question de l'urne qui est juste à côté de l'autre question de l'urne qui ne quittera pas les Québécois après 8 ans de caquisme, en qui on peut faire confiance pour renverser le déclin qu'on a connu. Madame Fréchette va tenter de faire une campagne sur M. Trump, sur le danger, sur la guerre économique actuelle. Et moi, ce que je veux dire aux Québécois, c'est qu'il existe une autre équipe gouvernementale qui est prête à diriger le Québec. Le chef libéral Charles Milliard a amorcé sa campagne à Québec où il a promis une nouvelle étude pour le troisième lien. Il s'est arrêté pour une crème glacée à Batiscan avant de faire son lancement officiel à Sherbrooke, une région que le PLQ veut aller rechercher. Le chef conservateur Éric Duhaime, lui, a visité une usine de Bellechasse où il se présente cette année. Écoutez, j'ai vu qu'elle voulait faire campagne contre M. Trump. Là, l'élection est dans 3 ans, puis elle est à Washington. Moi, je veux me battre pour les Québécois puis qu'il y ait plus d'argent dans leur poche. Moi, ça va être ça ma priorité. Et je comprends qu'elle veut instrumentaliser peut-être cette crise-là là, pour faire des différentes annonces politiques. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que les Québécois sont pas dupes. Les Québécois savent que notre modèle, là, il est pas viable. Québec solidaire a lancé sa campagne à Montréal avant de prendre aussi le chemin de Sherbrooke. Moi, je m'attends à tout dans cette campagne électorale. Il y a quand même un Québécois sur 2 qui est indécis. Donc, les Québécois attendent, ils écoutent. Puis, moi, je prends ce défi-là pour les convaincre aussi de faire confiance à Québec solidaire. C'est parti donc pour cette campagne électorale qui nous amènera maintenant dans 38 jours à l'élection du 5 octobre. À l'Assemblée nationale, Jean-François Poudrier pour Nouveau Info. Alors, il a analysé ça depuis les petites heures ce matin, Victor, en cette première journée. Est-ce que tous les chefs ont réussi à faire bonne impression? Je pense que oui. J'ai un petit bémol pour Charles Milliard, honnêtement, parce que je ne comprends pas sa ligne de Mme Fréchette veut nous convaincre de parler de tarifs. Ça devrait être son accroche à lui aussi. Je trouve ça un peu bizarre comme début de campagne. Jacinthe, est-ce que Donald Trump est le véritable adversaire de Mme Fréchette, comme elle l'a mentionné ce matin? Non, c'est son bilan des 8 dernières années. Le bilan de la Coalition Avenir Québec des 8 dernières années. C'est son et son
son adversaire. Il faut défendre ça et il faut remonter la perception dans la population qu'on est capable de faire mieux avec 8 ans où on accumule quand même plusieurs erreurs majeures. Oui, même si elle essaie de se dissocier de ce passé-là. Pas toujours facile. Frédéric, t'es pas surpris, toi, de voir que le chef du PQ est sur la sellette aujourd'hui, dès le premier jour? Ben non, nécessairement. Hein, quand tu pars premier, puis ça fait déjà un petit bout de temps qu'il l'est, et surtout avec cette promesse de référendum dans le premier mandat, on a essayé de masquer un peu en disant qu'on va attendre le départ de Trump, mais si on fait le calcul, c'est quand même dans le premier mandat. Et j'ai l'impression que, disons que ce terme sera récurrent pour les 38 prochains jours et demi. Oui, et demi. Écart ou quelques minutes. C'est une campagne où tout est possible, hein? Moi, je pense que c'est effectivement une campagne où tout peut arriver parce que rien n'est gagné. Oui, on a quand même un parti qui est favori depuis plusieurs mois, mais on le voit, il y a 5 partis, donc on voit une lutte très serrée. Je ne dis pas que tous ces partis-là ont la chance de gagner, mais je pense qu'on risque d'avoir des surprises au cours des 38 prochains jours et demi. Et c'est ce qu'on a très hâte de voir lors de cette campagne électorale qui s'annonce quand même très excitante. Oui, en effet, c'est excitant. Tu sais, celle-là n'est pas prévisible. Non. On sait que certains partis ne formeront pas le gouvernement, là, mais quand même, c'est quand même des surprises. Particulièrement intéressant. Il y a une différence entre les intentions de vote avec les pourcentages au niveau national et comment ça se traduit en siège. Exactement. Mais c'est tellement serré aussi que ça peut débouler à rien. Vous êtes prêts pour 39 jours? Ah oui. Parce que vous allez avoir analysé ça souvent ici. 39 jours de campagne électorale, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est trop long, trop court? Vous en pensez quoi? C'est la question du grand débat de la demi-heure. Allez y répondre sur nouveau.info en balayant le code QR. N'oubliez pas de commenter, on attend vos courriels. Alors, d'où partent les partis? On va regarder le portrait de l'Assemblée nationale à la dissolution de la Chambre ce matin. La CAQ forme le gouvernement avec 79, formait le gouvernement avec 79 députés. Suivent 18 pour les libéraux, 11 pour Québec solidaire, 7 pour le PQ et une seule députée pour les conservateurs. La répartition des sièges a de fortes chances, bien sûr, de changer le 5 octobre. Et ça va dépendre de ce qui va se passer, entre autres, dans les régions du 450, dans la région de Québec. Hein. C'est ce que révèle, entre autres, un sondage léger pour les médias de Québécois paru aujourd'hui. La banlieue de Montréal pourrait déterminer le parti qui va composer le gouvernement. Jusqu'à maintenant, ce sont le PQ et la CAQ qui se livrent une chaude lutte dans les couronnes nord et sud. Quant à la région de Québec, elle pourrait décider si le gouvernement est majoritaire ou minoritaire. Là-bas, le PQ et les conservateurs, dans les intentions de vote, là, sont à égalité pour le moment. Tiens, justement, on va se rendre à Québec. Retrouver l'analyste politique Antonine Iaccarini. Salut, Antonine. Bonsoir, Michel. Avec 5 chefs de parti qui ont tous des chances de faire élire des candidats, historiquement, on n'a pas vu ça souvent. Je pense que est-ce que c'est la première fois ou est-ce que ça remonte à très, très loin? En tout cas, on peut s'attendre à une élection vraiment, vraiment, comme on le disait, imprévisible. Oui, c'est historique. Il y a plusieurs choses qui la rendent historique, notamment le fait qu'effectivement, on a beaucoup de partis politiques qui risquent de faire élire des députés. On risque d'avoir un nouveau joueur qui entre à l'Assemblée nationale, le Parti conservateur du Québec, si la tendance se maintient, mais aussi parce que c'est extrêmement imprévisible. En 2022, on ne va pas se compter d'histoire. On se doutait de l'issue de cette élection-là. Et je regardais dans les simulateurs de sièges ce matin à quel point il y a des courses qui sont serrées. Là. Ouais. Donc, même si c'est imprévisible sur la scène nationale, comté par comté, aussi, c'est extrêmement imprévisible. Des courses à 3, même des courses à 4 dans certaines circonscriptions. Ouais. On va avoir un peu ce soir de ces régions. On va bien sûr en parler au cours de la campagne. Mais parlons du début de journée. Charles Milliard qui a fait une annonce dans la région de Québec avant même la dissolution de la Chambre. Ça envoie quel signal? Tu vois ça comment? Bien, on voit que Québec est un champ de bataille important pour les partis politiques. Le Parti libéral, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas été compétitifs dans la région. En fait, depuis les années de Philippe Couillard, où on avait un positionnement qui était un petit peu plus à droite, un peu plus économique. Mais là, depuis l'élection de 2018, on n'a pas de députés à l'est de Montréal et Laval là, du côté du Parti libéral qui espère aller faire des gains dans la région de Québec. Mais pour l'instant, c'est davantage une lutte entre les conservateurs et le Parti québécois. La CAQ est quand même un peu plus compétitive qu'elle l'a été, malgré évidemment un peu d'usure du pouvoir dans la région. On pourrait parler du dossier de troisième lien. Mais étant donné que la région est un champ de bataille, bien, on s'attend à ce qu'il y ait des promesses importantes, évidemment. On va être peut-être des fois sceptique face à certaines promesses dans la région parce qu'on en a entendu au fil des heures des promesses. Mais le fait que plusieurs partis voulaient déclencher leur campagne à Québec et que le Parti libéral a présenté ses engagements pour Québec maintenant, ça vous donne un peu le ton. Là. Ça va être une région importante pour les partis politiques. Une région importante qui a fait déjà parler avant même le début de la campagne. Le chef péquiste qui a présenté
annoncer son nouveau candidat dans la circonscription de Tachereau à Québec. C'est l'ancien directeur général de Vivre Ensemble, Christian Savard. Il remplace Vincent Marissal, exclu hier. C'est une bonne prise, lui, pour le parti? C'est une bonne candidature, très similaire à la candidature numéro 1, celle de Jeanne Robin, qui était aussi de Vivre en ville. Donc, on est allé avec quelqu'un d'autre qui est de la même organisation. Il est gentil d'avoir dit oui quand même, parce que s'il aurait pu être orgueilleux puis pas être content d'être le premier choix, mais il a décidé de se lancer pour le Parti québécois. Et dans Tachereau, le PQ a des chances de l'emporter. Un mot sur la région de la Mauricie-Centre du Québec. Va falloir garder un œil sur ces régions-là, entre autres. Pourquoi? Effectivement, c'est des régions aussi qui vont être des champs de bataille intéressants. Christine Fréchette se présente dans la région de la Mauricie. Est-ce que la circonscription de Trois-Rivières va laisser la chef de la CAQ être élue? On peut penser qu'elle a choisi cette circonscription-là, notamment parce que si la CAQ se retrouvait avec 3 députés là, en bout de ligne, probablement qu'elle ne serait pas élue et que si elle souhaitait quitter la tête de la CAQ, bien, elle pourrait le faire là, sans créer une élection partielle. Il y a aussi les couronnes de Montréal qui sont à surveiller quand même, Michel. Laurentide, la Naudière, ça va être des comtés qui vont être durement battus là, pour réussir à aller faire des gains du côté des partis, surtout les partis de couleur bleue. On va avoir tellement de choses à surveiller. 127 circonscriptions, c'est 2 de plus qu'il y a 4 ans. Déjà là, ça fait déjà quelque chose à surveiller de plus. Merci, Antonine. On se reparle au cours de cette campagne, bien sûr. Bon, décortiquons un peu Québec. Comment t'expliques la place qu'est en train de prendre les conservateurs dans la région de Québec? Antonine disait que c'est l'occasion d'entrer à l'Assemblée nationale. On s'entend qu'il y a une députée, mais qui n'a pas été élue comme conservatrice. Donc, ce serait vraiment des premiers élus conservateurs. Comment t'expliques ça? Je suis pas aussi optimiste que ce qu'on entend là. On entend beaucoup les gens dire on s'attend à 12 sièges des conservateurs. Les sondages montrent 16 d'appui. Ça dépend comment ça va se répartir. Ça dépend. Est-ce qu'on est capable de traduire, de convertir 16 d'appui au niveau national vers la conversion de gains de sièges? Parce qu'on est à peu près dans les mêmes eaux d'appui qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, le Parti conservateur avait le même pourcentage d'appui. Ça ne s'est pas traduit en sièges. OK. Donc, il y a quand même un risque. On sent quand même un vent conservateur de Québec. Absolument. De Montréal, on le sent. Oui, T'arrives de Québec. Est-ce qu'on le sent bien? Absolument. Mais est-ce que ça va se convertir en sièges autant qu'on s'imagine? Peut-être c'est ça qui va rester à confirmer. Bon, 4-5-0. Ça va être particulièrement à surveiller, Victor, parce que ce qu'on comprend, c'est que c'est cette région-là qui va décider qui sera au pouvoir. Exactement, parce qu'en ce moment, les 4-5-0, on voit la tendance, sont actuellement plus du côté du Parti québécois. Cependant, si la Coalition Avenir Québec veut espérer et pense peut-être gagner cette élection-là, c'est dans les 4-5-0 qu'on va voir les changements d'abord. C'est là où est-ce qu'on va voir les tendances venir changer. On va voir les sondages se raccourcir, les sondages régionaux. Alors, c'est à surveiller pour voir est-ce qu'il y aura un changement de vague chez les francophones notamment. OK. Déborah, on surveille l'Estrie? Oui, aussi pour différentes raisons, que ce soit Richmond, une région où beaucoup de personnes connues se présentent, mais aussi pour Harford, pour voir si le nouveau chef libéral... C'est pas garanti, là. Pas du tout garanti, donc voir s'il va se faire élire dans Harford. Donc ça, c'est à surveiller, bien évidemment. L'Outaouais, en terminant? Libéral, CAQ. Reste à voir si la CAQ sera capable de conserver ses acquis. Parce que si jamais ils sont capables de le faire, eh bien là, ça vient de coincer justement le Parti québécois. On s'entend bien par la bande. Tout est possible. Notre sondage Express en ce jeudi, ça porte sur le début de la campagne. On veut savoir, est-ce que vous allez la suivre, cette campagne? Allez répondre à la question pendant la pause. On aura les résultats au retour. Également, seriez-vous en mesure de reconnaître facilement les différents chefs de parti? On a posé la question à certains électeurs. On vous donne le résultat au retour. Allez-vous suivre la campagne électorale? Vous avez répondu oui à 91 % et non à 9 %. On a des téléspectateurs qui sont intéressés par la campagne. On enregistre votre message. Ça, c'est clair. OK. Maintenant, la moitié des électeurs, vous savez, sont toujours indécis. Ça, c'est selon les derniers sondages. Mais comme c'est seulement le premier jour de la campagne, les gens ont du temps pour y réfléchir et surtout pour en apprendre davantage sur, bien sûr, les programmes, les partis et même leurs chefs. Car si pour les fervents de politique, le jeu de qui fait quoi en est un assez facile, c'est pas le cas pour tous les électeurs, comme l'a constaté mon collègue Elliott Tremblay. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, ben ça semble à quelqu'un qui vient... Non, je pense que lui, il représente le CRQ, si je me rappelle. Non.
Ça, c'est Christine Fréchette. Est-ce que ça dit quelque chose? Non. Non plus. Hubert Gazal. Non, pas tout. Non. Non. Paul PSPP. Lui, il me dit quelque chose. Lui, je l'ai vu à la télé. Ouais, donc les gens qu'on a rencontrés ce matin connaissaient plus ou moins les chefs de parti. En tout cas, on s'en va rencontrer d'autres électeurs à Saint-Jean-sur-Richelieu d'abord, ensuite dans l'ouest de l'île de Montréal et finalement au centre-ville de Montréal. Ça commence aujourd'hui? Ouais. Ah, ben écoute, j'étais pas au courant. Sais-tu pour qui tu vas voter? Non, pas encore. Pour vous, ça va être quoi la question la plus importante pour ces élections-là? Moi, j'ai une grande famille, j'ai 6 enfants, fait que ça va être les valeurs par rapport à ma famille qui vont venir me chercher, évidemment, puis par rapport aux études de l'éducation. Moi, je suis une arrière-grand-mère, puis les garderies à 69 par jour, c'est quand même beaucoup. Puis essayer de stabiliser l'épicerie, arrêter de faire monter la bouffe tout le temps comme ça, à full pin, là, puis les loyers aussi. Bien, c'est sûr qu'il y a la santé, les itinérants, là, puis la violence dans les écoles, c'est ça qui est primordial dans ce temps-ci, là, c'est tout le temps ça. La question la plus importante pour ces élections-là, le sujet le plus important, ça va être quoi? Bah, sûrement notre ami Trump dans le Sud. Et voir qui peut le confronter, qui peut mieux réagir à Trump. The fact that 90% of our people I know don't have a primary doctor, big mess. Empêcher la tenue d'un troisième référendum. La question identitaire, la protection de notre langue, puis de nos valeurs, puis de s'assurer qu'on a un Québec qui est fort, puis qu'on est capable de rivaliser avec le président fou au sud de la frontière. As-tu une idée pour qui tu vas voter? Je partage beaucoup de choses avec Québec solidaire, mais je pense que stratégiquement, ils me déçoivent beaucoup. Je vais voter Parti solidaire parce que j'ai lu leur truc puis ils ont dit qu'ils allaient taxer les riches. Moi, je suis très pour l'indépendance du Québec. Fait que si j'entends ça d'un des deux partis, ils vont avoir mon vote. Malheureusement, on n'a pas pu faire le tour du Québec, mais des quelques quartiers qu'on a visités, c'est intéressant de voir que les préoccupations changent beaucoup, dépendamment là où on est. Il y a certaines personnes qui savent même déjà pour qui ils vont voter, d'autres qui sont complètement indécises. Mais c'est correct. Il reste encore 38 jours de campagne. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. 39 jours pour se faire une idée, entendre un peu ce que les partis ont à dire. T'es pas surpris, toi, Fred, que plusieurs électeurs soient pas capables d'identifier les chefs des partis? Pas tant, non. Pourquoi? Honnêtement, ça a toujours été un peu comme ça. Hein. Là, on le réalise peut-être aujourd'hui un peu plus avec les réseaux sociaux et tout ça, mais c'est un classique. L'électorat, de manière générale, puis je le dis absolument sans condescendance, de la difficulté à bien connaître, premièrement, chacun des leaders, et deuxièmement, imaginer le contenu qui est offert par chacun des partis politiques. Ouais. Winston Churchill disait, je le dis dessus, je vais dire comment, il dit le meilleur argument contre la démocratie, c'est une discussion de 2 minutes avec l'électeur moyen. Intéressant. Ça, c'est condescendant, mais c'est pas de moi, c'est de lui. Oui, mais c'est particulier parce que, tu sais, nous, on suit tellement l'actualité. C'est important d'avoir ces rappels-là que c'est pas tout le monde qui a le nez tout le temps dans l'actualité. OK. Dans ce contexte, est-ce une bonne ou une mauvaise stratégie de l'équipe de Charles Milliard, je vous la pose la question, mesdames, de ne pas mettre sa photo sur l'autobus de campagne? Je comprends mal cette décision. Je l'explique mal. Est-ce que l'autobus a été fait il y a tellement longtemps qu'on ne savait pas encore qui serait le chef du Parti libéral? C'est la seule explication que je me suis donnée. Ça s'ajoute, hein, une photo. Qu'est-ce que tu en penses? Mais il n'y a rien qui puisse expliquer ça, sincèrement. Je pense que soit c'est un oubli, comme Jacinthe a dit, ou ça a été planifié avant, mais véritablement, j'espère que ce n'est pas une continuité de la vidéo que le Parti libéral nous a sorti cet été, à savoir où est Charles, il est là, et que c'est peut-être un jeu de devinette qu'on doit savoir qu'il est à l'intérieur de l'autobus. Mais peu importe, la stratégie, elle est mauvaise. Moi, j'ai posé la question. On m'a dit, on fait une campagne différente, on veut que l'autobus soit différent, on a mis d'autres genres d'images, on veut faire une campagne différemment et ça nous distingue. Je dis pas que l'explication est bonne ou mauvaise, mais c'est ça l'explication. Tu as appelé quelqu'un? J'ai contacté le Parti libéral du Québec. Est-ce que tu leur as envoyé notre reportage? Non, pas encore. Mais je vais leur reparler. Informatif. Libre à toi. Mais c'est vrai, ça s'ajoute une photo. J'aime bien l'intervention que tu as faite. Comment les politiciens devraient s'y prendre en quelques secondes pour se faire davantage connaître du grand public, Jacinthe F? Utiliser toutes les plateformes, y compris les réseaux sociaux. On démonise beaucoup les réseaux sociaux, les podcasts, les balados, là, et on méprise parfois, là, mais maintenant, les gens consomment l'information partout. Donc, allez partout pour aller rencontrer le maximum d'électeurs. Et peut-être envisager l'enseignement de la science politique au secondaire.
Oh, hey, tiens, une autre question de débat. Moi, j'aime ça. Solide. Regardez, ça, c'est mon adresse, vous la connaissez. Si vous voulez, vous avez un commentaire ou une idée de débat, écrivez-moi. Petite volte-face d'Ottawa aujourd'hui. Les produits de la mer et les poissons seront finalement exempts de droits de douane canadiens. Ottawa a ajusté sa liste après les commentaires de représentants de l'industrie de la pêche. Pendant ce temps, à Washington, Donald Trump a signé un décret pour renommer le lac Ontario Lac Amérique. Sur X, Mark Carney a rappelé au président l'origine one date du nom. Il a ajouté que le lac Ontario va continuer de s'appeler comme ça de notre côté de la frontière. Changing the name of Lake Ontario, effective immediately to Lake America. That's going to take place right now as I sign the order. As you know, Canada's been ripping us off for a long time on trade, very sadly. Je me demande avec quoi on commence. Tiens, changement de nom du lac, Victor Déborah. Est-ce que c'est de la provocation? Mais bien sûr. Mais, et en fait, il n'y a même plus de mots pour décrire ce qui se passe. Donc, à moins d'y réagir chaque fois avec un soupir. Et avant, je me disais, ça vient d'où? Est-ce que ça vient beaucoup plus de la confrontation entre Doug Ford et lui-même? Mais sincèrement, c'est juste de la provocation. Victor? Je trouve ça bien qu'on rende hommage au continent américain. Oui. OK. Tu proposes quelque chose rapidement là-dessus? Oui. Bien, on pourrait nommer le lac Michigan, qui a une certaine forme, d'ailleurs. Vous pourrez aller voir. On pourrait le surnommer le lac Epstein, peut-être. Oh! En échange. OK. Les exemptions des fruits de mer, c'est une bonne idée? Oui, absolument. Et je pense que ça va donner des idées à tous les représentants des autres industries qui pourraient être impactés par les tarifs canadiens d'aller faire du lobbying auprès du premier ministre Mark Carney et de dire, nous aussi, on plaide pour le retrait des tarifs. Les tarifs canadiens, c'est ce taxer nous-mêmes, là. Alors, ça va faire mal à toute industrie qui va avoir à subir les tarifs. Frédéric? Ministre en charge, Dominique Leblanc, le comté de Beauséjour, peut-être là où il y a le plus de pêcheurs au Canada. Peut-être un hasard. Ah. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Bon. Voilà comment on est optimistes, Michel. Nous sommes optimistes. À vos cellulaires, tablettes, place au grand débat. On va parler de quoi? On va parler de la durée de la campagne. Est-ce que c'est trop long, c'est trop court, c'est jamais assez long, c'est jamais assez court? Préparez-vous, ça commence dans 30 secondes.